Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède à ce moment-ci la parole au chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Le ministre des Finances a affirmé il y a quelques semaines que la pénurie de main-d'œuvre viendrait ralentir l'élan économique du Québec. Un élan, d'ailleurs, qui est primordial pour maintenir nos services publics. Monsieur le Président, hier, ce sont des exemples concrets dont j'ai parlé qui font mal actuellement à l'économie québécoise. J'ai parlé d'une compagnie en Beauce, la compagnie Rotobec, qui voulait agrandir ses installations au Québec, mais qui a été obligée, par manque de main-d'œuvre, de déplacer ses activités aux États-Unis. Peut-on vraiment se permettre de perdre de telles entreprises? Monsieur le Président, la mise à jour budgétaire prévoit d'ailleurs en 2021 une croissance anémique de seulement 1,3 % de notre produit intérieur brut, alors que nous avons présentement une croissance qui est plus que 2 fois plus élevée. Monsieur le Président, est-ce que le ministre des Finances peut confirmer aux Québécois que la décision de son gouvernement de diminuer le nombre de travailleurs étrangers ne viendra pas assombrir la santé de nos finances publiques? Monsieur le ministre de l'Emploi. Merci, Monsieur le Président. J'ai vraiment l'impression et même la conviction de ne pas avoir autant entendu parler de rareté de main-d'œuvre que depuis la semaine dernière, alors que ce phénomène-là, on le réitère à notre collègue. Je me souviens d'un article qui a paru dans Le Devoir, dont l'auteur était Claude Turcotte, et il disait « La pénurie de main-d'œuvre bien formée dans plusieurs domaines d'activité et plusieurs régions menace d'influer sur la compétitivité et la croissance des entreprises du Québec. » Donc, cet impact-là, il est connu depuis belle lurette. Et dans le journal Les Affaires, l'économiste bien connu René Vézina parlait du choc démographique qui allait entraîner une raréfaction de la main-d'œuvre et que toutes les entreprises au Québec, notamment les PME, allaient devoir s'adapter. Nous avons attendu jusqu'à mai de cette année avant d'avoir une stratégie nationale de main-d'œuvre que nous revoyons en collaboration avec l'ensemble des partenaires du marché du travail. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, on peut faire toutes les stratégies, mais il y a une chose est claire, il manque de monde. C'est ça qui est important. Et encore une fois, l'économiste du Mouvement Desjardins affirme d'ailleurs que la baisse prévue par le gouvernement est un choix politique. Les manufacturiers exportateurs nous disent pour leur part qu'on ne peut pas attendre. Est-ce qu'encore une fois, le ministre des Finances endosse la décision illogique anti-économique de son gouvernement et admet en fait que ces décisions vont limiter notre capacité de financer des services à la population? Monsieur le leader du gouvernement, ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, la pénurie de main-d'œuvre, elle était prévisible. Pendant 15 ans, et d'ailleurs, le député de Mont-Royal, Outremont, qui est avec nous depuis 2008-2007, je crois, sait très bien, il vient du milieu des affaires, savait que cette pénurie de main-d'œuvre-là était prévisible. Et aujourd'hui, il nous dit 2 mois après avoir quitté son siège, la banquette de ce côté-ci, que la pénurie de main-d'œuvre, c'est quelque chose de soudain. Or, on se retrouve dans une situation où nous, ce qu'on veut faire, c'est s'assurer d'avoir des gens qui vont réussir à combler les postes dans les différentes régions du Québec et de s'assurer aussi qu'on fasse bien les choses d'une façon à s'assurer, notamment au niveau de l'immigration, parce que c'est pas la seule solution, l'immigration à la pénurie de main-d'œuvre, que les gens répondent aux besoins du marché du travail, alors que c'était pas le cas au cours des dernières années. Il le sait très bien et je l'invite à faire preuve de prudence à ce niveau-là. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Je rappelle que pendant la campagne électorale, on avait aussi décidé, nous, en campagne électorale, de parler de l'aide qu'on pouvait apporter aux travailleurs de 55 ans et plus qui décidaient de ne pas immédiatement prendre la retraite. Alors, ce qu'on voit, Monsieur le Président, c'est l'effet de la CAQ déjà. Est-ce que ça n'enlèvera pas aux Québécois leur capacité de faire des choix et ne va pas ralentir l'élan économique du Québec? C'est dans leurs chiffres actuellement. Monsieur le ministre de l'Économie. Excusez-moi. Alors, j'aimerais juste rassurer le chef de l'opposition qu'au niveau du développement économique, il y a des programmes qu'on a en place présentement. Il y en a 3. Le premier, c'est l'adéquation entre la main-d'œuvre. Le chiffre est effectivement réel, 117 000 postes. On est en train de regarder la segmentation du 117 000. On travaille avec les gens de l'éducation supérieure, entre autres,
ministre du Travail. On regarde comment on va faire l'arrimage, l'adéquation des manques. Deuxièmement, on va aussi regarder d'accélérer l'innovation, l'investissement en innovation. D'ailleurs, hier, j'étais à Montréal pour le lancement de la grappe, super grappe fédérale, le Scale AI, qui va permettre, avec le manufacturier innovant, de pouvoir rendre la main-d'œuvre plus efficiente, qui va aider nos enjeux. Et dernièrement, on a aussi l'immigration économique qui va être ciblée pour des besoins que nous avons. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Écoutez, tout le monde le dit. On n'invente pas ça. Luc Godbout, le fameux chercheur, dit que les tendances budgétaires seront insoutenables à long terme. Et vous le savez, vous avez des promesses coûteuses. Le gouvernement en a beaucoup. Et hier, en plus, vous vous êtes trompé de 200 millions de dollars avec la taxe scolaire. Alors, comment le ministre des Finances va faire pour financer le reste? Est-ce qu'il va piger dans ses réserves? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, d'abord, merci pour la question de celui qui est mon député, puisque je suis résident de sa circonscription. Les tendances budgétaires à long terme du Québec sont excellentes. Je tiens à rassurer tous les Québécois, il faut le dire. Nous sommes sous une trajectoire de diminution de la dette et ces efforts appartiennent à tous les Québécois. Et nous pouvons voir apparaître à l'horizon 2023, 24, 25 un poids de la dette qui sera même inférieur à l'Ontario et peut-être même un jour égal au Canada. Et ce sera un très beau jour pour le Québec. Question principale, Monsieur le député de Lapinière. Monsieur le Président, la semaine dernière, j'ai questionné le président du Conseil du Trésor sur l'absence de priorisation des projets d'infrastructure promis par la CAQ. Il m'a répondu en parlant des docteurs. On a donc compris, évidemment, qu'à la CAQ, on ne veut plus vraiment parler des engagements. En fait, si on pouvait nous oublier quelques-uns, ça ferait bien leur affaire. En campagne, c'était la multiplication des REM, Monsieur le Président. On va prolonger à Boucherville, à Sainte-Julie, 17 km à Laval, puis Chambly, que le député a promis réaliser dans un premier mandat. Monsieur le Président, un projet, ça se fait dans l'ordre. 1, concept et proposition. 2, analyse de faisabilité. 3, chiffrer le projet. 4, réalisation. Est-ce que le ministre des Transports a fait une proposition et une demande d'analyse à la Caisse de dépôt pour l'un ou les projets de prolongement du REM? Si oui, lesquels? Sinon, pourquoi? Monsieur le président du Conseil du Trésor. Ça me ferait, s'il vous plaît. Monsieur le Président, ça me ferait excessivement plaisir de répondre à mon voisin et député de Lapinière. Je pense que j'avais répondu, puis je pourrais donner l'occasion à mon collègue des Transports de répondre. On va montrer qu'on peut donner beaucoup plus de profondeur que l'ancien gouvernement. Alors, mon premier point est sur le fait du PQI qui avait été demandé. Je pense que j'avais très bien répondu la semaine dernière, Monsieur le Président. Dans le cadre du PQI, je tiendrais à rappeler aux électeurs que lorsque l'ancien gouvernement disait qu'on mettait 10 milliards par année dans le PQI, c'est-à-dire en infrastructure, ce gouvernement-là n'a pas respecté ses promesses et c'était environ 75 % du montant qui était investi parce qu'il n'y avait pas la rigueur de le faire. Alors aujourd'hui, non seulement il faut s'occuper des projets qui sont en cours, mais il faut voir comment on va faire le rattrapage, Monsieur le Président. Je vais laisser à mon collègue répondre à la deuxième partie de la question. Merci, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Lapinière. Monsieur le Président, en campagne, on préposait 3 prolongements du REM. Maintenant, c'est peut-être 4, comme l'a suggéré la députée de Pointe-aux-Trembles le 22 novembre dernier. La CAQ, en réalité, c'est comme quelqu'un qui dirait au petit gars du 3e voisin, « Dans 3 semaines, tu vas avoir tous les cadeaux que tu veux. Je connais le Père Noël. » Malheureusement, il n'a pas parlé à ses parents. Est-ce que le ministre des Transports peut nous dire quel prolongement du REM il va abandonner pour faire plaisir à sa collègue de Pointe-aux-Trembles? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, le projet du REM qui a démarré sous l'ancien gouvernement est un beau projet. Un beau projet qu'on a appuyé. Tout comme, non, peut-être pas le Parti québécois. Maintenant, un de nos engagements pendant la campagne électorale était, oui, de prolonger 17 km au nord, 22 km au sud. J'ai rencontré déjà la Caisse de dépôt. J'ai parlé à mon ministre des Finances. On va dévoiler et déposer une lettre mandat pour que la Caisse de dépôt étudie le prolongement de ce qui a été annoncé pendant la campagne électorale. Voilà.
Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Lapinière. Très bien. Ça m'amène à la question suivante. Monsieur le Président, est-ce que le ministre des Transports peut se tourner vers ses collègues nouveaux députés qui l'ont applaudi hier et leur dire qu'à la CAQ, on propose des projets dont ils n'ont pas le contrôle? Une proposition, ça se fait à la Caisse de dépôt qui a le pouvoir de dire non. Alors, Monsieur le Président, est-ce qu'il peut dire à ses collègues nouveaux députés quel projet il va abandonner? Le SRB, la ligne jaune, la ligne bleue, la nouvelle ligne rose? Quelle sera la couleur de l'abandon de la CAQ? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, l'ancien gouvernement ou le député semble être contre tous les projets. Oui. Que notre formation politique souhaite mettre en place. Non? Alors, je lui dis une chose. Un de nos engagements était de prolonger au nord, prolonger au sud. Je le répète, 17 km, 22 km. La Caisse de dépôt va évaluer, faire une étude et vérifier si oui ou non il est viable de faire ce prolongement possible. Alors, la Caisse va étudier tout ça. Il y aura une lettre mandat qui sera signée avec mon collègue des Finances. On pourra évaluer la suite quand sera dévoilée cette étude en bonne et due forme. Question principale, Madame la députée de Saint-Laurent. Monsieur le Président, cette semaine, une étudiante francophone de cycle universitaire sonnait l'alarme. Le risque de bilinguisation de nos établissements d'enseignement supérieur francophones est bien réel. Des cours qui devaient se donner en français se sont donnés en anglais, Monsieur le Président. Nos étudiants qui ont le droit d'obtenir un enseignement de qualité en langue française reçoivent désormais des cours en anglais dans des universités francophones. Je suis alarmée par cette situation et je ne suis pas la seule. La FECUM, la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal, l'est tout aussi, et je les cite. Elle est inquiète de la tangente actuelle que prend notre réseau universitaire. Il est de plus en plus fréquent de retrouver des ressources académiques en anglais, parfois dès la première année du baccalauréat, ainsi que des cours en anglais au cycle supérieur. Monsieur le Président, hier, le premier ministre disait qu'il avait à cœur la défense du français. Alors, que fait son ministre de l'Éducation pour protéger le français dans nos établissements cégep et universités francophones? Monsieur le ministre de l'Éducation. C'est bien, Monsieur le Président. Je suis content de répondre à cette question-là parce que ça m'a préoccupé de voir cette lettre ouverte de l'étudiante, la réaction aussi de ma collègue de l'opposition qui dit qu'elle avait vécu quelque chose comme ça. Il est de notre responsabilité, comme seul gouvernement d'une nation francophone en Amérique du Nord, de garantir le droit des étudiants à étudier en enseignement supérieur en français. Et je me souviens qu'au printemps dernier, on a travaillé ensemble, on a adopté une loi qui modifie la charte de l'Université de Montréal. Et c'est elle-même, c'est l'Université de Montréal qui a déposé ce projet de loi-là et qui a ajouté un préambule. Et dans le préambule, on disait bien attendu le caractère résolument francophone de l'université, et un plus loin, attendu le rôle que joue l'université dans la francophonie et dans le monde universitaire francophone. Donc, je pense qu'il faut respecter le préambule de la nouvelle charte de l'Université de Montréal, c'est certain. Cependant, il est prévu qu'il est possible que dans le cas de professeurs invités, les professeurs s'expriment en anglais pour un court laps de temps, mais il est prévu aussi qu'ils se forment en français et que les étudiants puissent faire leurs travaux en français, poser des questions en français. On va s'assurer à ce que tout ça soit respecté, évidemment. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent. Monsieur le Président, la situation à l'Université de Montréal est vraiment grave. Ici, on ne parle pas d'un professeur invité. On parle ici d'un professeur à temps plein à l'Université de Montréal. Oui, je comprends que dans l'Université de Montréal, on leur donne 3 ans pour apprendre le français. Mais nos étudiants qui sont inscrits dans les universités, pas anglophones, mais francophones, la plus grande au monde, doivent obtenir du matériel didactique en français et des cours en français, pas en anglais. Je comprends que la politique linguistique de l'Université de Montréal n'est pas respectée. Est-ce que le ministre va la faire respecter? Monsieur le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Monsieur le Président, bien sûr qu'on veut que la charte et que le préambule de l'université soit respecté et que la politique linguistique de l'université soit respectée aussi. On est en communication avec les directions des universités, mais je dois dire que le précédent gouvernement, lors de sa modification à la formule de financement, a compliqué les choses. Parce qu'en déréglementant totalement les frais de scolarité chargés aux étudiants internationaux, sans prendre des mesures pour protéger les universités francophones, bien, il est venu en quelque sorte mettre de la pression sur l'université francophone pour se bilinguiser. Et nous autres, on est obligés de travailler pour réparer les pots cassés. Donc, laissez-nous réparer vos erreurs.
Deuxième complémentaire, s'il vous plaît, c'est la députée de Saint-Laurent qui a la parole. Madame la députée. Hier, Monsieur le Président, c'était le député de Taillon qui avançait en anglais pour reculer en français. Aujourd'hui, c'est le ministre de l'Éducation qui recule en français. Je m'excuse. Le français ici au Québec, c'est notre langue commune, c'est notre langue de travail, c'est notre langue d'enseignement. La seule chose que je demande au ministre de l'Éducation, c'est de vraiment prendre le téléphone et de rappeler à l'ordre, aujourd'hui, maintenant, de façon sérieuse, tous les établissements francophones. Est-ce qu'il peut prendre ses responsabilités puis arrêter de parler des 15 dernières années? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, bien sûr qu'on prend nos responsabilités, bien sûr qu'on communique avec cette université et avec toutes les autres. Et on est au travail, comme je l'ai dit, puis elle n'aime pas ça l'entendre, mais vous savez, souvent la vérité choque, et c'est la vérité, avec ce qu'ils ont fait avec la formule de financement des étudiants étrangers. Mais c'était bien maladroit et le réseau francophone est sous pression en ce moment pour se bilinguiser et on travaille en ce moment à apporter des correctifs qui sont importants et nécessaires. Officiel, s'il vous plaît. Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion de croiser le fer à quelques occasions avec le collègue. Il connaît le règlement, il connaît l'article 79. Il ne peut pas susciter de débat, il ne peut pas accuser les autres de faire ce qu'il n'a pas fait. On lui a demandé c'est quand qu'il va régler ça, Monsieur le Président. Il lui reste du temps. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, le leader de l'opposition officielle connaît très bien le règlement également et le ministre de l'Éducation est en train de répondre à la question de façon très précise. Alors, Monsieur le Président, vous conviendrez que l'appréciation de la réponse... Non, s'il vous plaît, je pense qu'on est en train de perdre du temps. Je demande au Monsieur le ministre de poursuivre sa réponse, s'il vous plaît. Monsieur le Président, nous sommes un gouvernement nationaliste. Nous défendrons le fait francophone en Amérique. Question principale, Monsieur le député de Rosemont. Oui, merci, Monsieur le Président. On a constaté hier que le premier geste de ce gouvernement pour son redressement national en éducation, c'est d'enlever un revenu autonome pour nos écoles. Franchement, ça commence bien. C'est mauvais pour notre réseau d'éducation publique, c'est aussi mauvais pour nos écoles et ça ne changera rien dans le portefeuille de millions de Québécois et de Québécoises. Le ministre des Finances, Monsieur le Président, se vante de remettre de l'argent dans les poches des contribuables. Mais il en oublie au passage des millions qu'il laisse de côté. Les propriétaires d'immeubles toucheront le fruit des baisses de taxes scolaires, pas les locataires. Ma question au ministre des Finances, sait-il combien de gens au Québec vivent à loyer et sait-il combien ces gens économiseront sur leur loyer avec sa baisse de taxes scolaires? Monsieur le ministre des Finances. Merci pour la question du député de Rosemont. Je peux vous le donner en pourcentage. Alors, au Québec, 61 de propriétaires, 31 de locataires. Et ce que j'ai dit hier, et je tiens à le dire, je veux être sincère et transparent au niveau des finances publiques et en tout, en fait, avec la population. Ce que j'ai dit hier, c'est que l'effet direct d'une baisse de taxes scolaires est sur ceux qui payent cette taxe scolaire. Et c'est évident, mais je l'ai dit pour que ce soit clair. Quant à ceux qui sont locataires, okay, c'est le taux de la taxe scolaire entre dans les calculs, est un intrant dans les calculs de la Régie du logement. Et c'est via ce mécanisme qu'ils pourront bénéficier d'une partie de la réduction de la taxe scolaire. Première complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Oui, merci, Monsieur le Président. Est-ce que le ministre est en train de nous dire que les loyers vont systématiquement être réduits en vertu de sa baisse de taxe scolaire? Soit le ministre a des pouvoirs surnaturels, soit ça fait longtemps qu'il n'a pas été locataire. Des baisses de loyer, ça n'existe pas. Dans le vrai monde, ça fait juste monter. Est-ce que le ministre peut s'assurer et rassurer 40 % de la population qui vivent à loyer au Québec, ça c'est 1,3 million de ménages, et leur dire aujourd'hui qu'il va trouver un mécanisme pour que cet argent se rende... Des Finances. Bien, je peux rassurer le député de Rosemont, j'ai déjà été locataire. Et je l'ai dit, lorsqu'on baisse une taxe, l'effet direct est sur ceux qui payent cette taxe, les propriétaires, et c'est via la Régie du logement, parce que la taxe scolaire est un intrant dans les calculs de la Régie du logement, que les locataires pourront avoir soit moins de hausse ou pas de hausse. Merci. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. La dernière fois que ça s'est produit au Québec, c'était sous le précédent gouvernement.
Allez demander aux locataires au Québec s'ils ont eu une baisse de taxes, ou une baisse de loyer, c'est-à-dire, M. le Président. Ça n'arrive pas. Ça n'arrivera pas. Évidemment, les propriétaires d'immeubles qui n'ont pas intérêt ni d'obligation à le faire ne le feront pas. Ils vont mettre l'argent dans leur poche. Alors, ma question, je la réitère. Le ministre peut-il au moins s'engager à prendre des vraies mesures pour que tous les ménages du Québec profitent de sa mesure, pas seulement les propriétaires de maisons et les propriétaires d'immeubles? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, je vais rappeler notre engagement. Il s'agit de faire de l'équité interrégionale et de baisser le fardeau fiscal des citoyens. Et je me suis permis hier d'écouter les réactions et à première vue, les citoyens semblent très heureux de ce projet de loi. Question principale. Je reconnais le député de Rimouski. Monsieur le Président, la semaine qui s'achève a été sombre pour la langue française. À l'Université de Montréal, l'université francophone, on donne un cours entièrement en anglais pour accommoder 2 élèves unilingues sur 15. À Montréal, la mairesse agit avec nonchalance en prononçant un discours entièrement en anglais du jamais vu. Elle s'en est excusée. Hier, Doug Ford a officiellement fait adopter une loi faisant reculer les droits des Franco-ontariens. À croire que les pressions du premier ministre n'ont pas donné grand-chose. Et maintenant, la CAQ en rajoute en proposant d'accueillir une plus grande proportion d'immigrants qui ne maîtrisent pas le français. Pendant son discours inaugural, le premier ministre n'a prononcé aucun mot sur ses intentions de renforcer la loi 101. Ma question est simple. Pour la ministre responsable de la langue française, à quand un projet de loi pour renforcer la langue française au Québec? Madame la ministre de la Culture et des Communications. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a un malaise de l'autre côté. Est-ce que ça va bien? J'ai entendu crier. Ministre. Alors, Monsieur le Président, je suis tout aussi préoccupée que mon collègue de Rimouski, endroit où j'ai vécu d'ailleurs, tout aussi préoccupée. Et comprenez-moi bien, les événements qui se sont produits au cours des derniers jours, parce qu'il y en a eu plusieurs aussi. On a vu qu'il y a eu des discours qui se sont faits uniquement en anglais, à Montréal, par exemple. Là. Tout ça me préoccupe grandement et, je vous dirais, me choque. Vous nous parlez de cet événement à l'université. Mon collègue, le ministre de l'Éducation, a expliqué les tenants et les aboutissants. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais vous nous parlez précisément de faire des modifications à la loi 101. Ça, c'est votre question très précise. Avant de faire des modifications à la loi 101, il faudrait peut-être l'appliquer. Et nous allons faire en sorte que la loi 101 soit appliquée. Elle existe actuellement, mais j'ai les mêmes préoccupations que vous et même j'ai des craintes à l'effet que le français recule, Monsieur le Président. On le constate au cours des derniers mois, au cours des dernières années. On constate, et j'ai hâte d'avoir des chiffres plus récents, mais je crains qu'il y ait un recul du français et nous allons agir. Première complémentaire, Monsieur le député de Rimouski. Oui, la ministre, hier, dans son discours, au discours inaugural, le disait qu'elle craignait pour le recul du français. Nous aussi, on le craint. Mais il faut bouger vite. Au PQ, on avait proposé un projet de loi pour renforcer la loi 101 et la CAQ avait refusé de collaborer avec nous. Il y a urgence d'agir. Si la ministre craint pour le recul du français, elle doit bouger. Quand est-ce qu'elle va déposer un projet de loi pour renforcer la protection du français au Québec, concrètement? Madame la ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la langue française. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La loi française, nous allons l'appliquer. Déjà, là, ce serait quelque chose d'intéressant, puis ce serait une avancée par rapport à ce qui s'est fait au cours des 15 dernières années, là, où on est très, il y a eu beaucoup de laxisme à l'égard de la langue française. Et tout comme mon collègue de Rimouski, je veux rappeler que nous sommes la nation francophone en Amérique et que tous les élus qui sont ici ont un devoir d'exemplarité à l'égard de la langue française. Par ailleurs, vous nous parliez également d'un projet de loi qui avait été à l'étude et je me souviens très bien que j'étais présente lors de l'étude de ce projet de loi qui voulait renforcer la loi 101. Et nous avions des réticences. Nous avions des réticences à certains égards et je vois le temps qui file, je vais vous revenir tout à l'heure avec des précisions. Madame la ministre, je vous inviterai à vous adresser pour tous à la présidence le plus possible. S'il vous plaît, Monsieur le député de Rimouski, pour votre complémentaire. Vous dire que, même si on vient de région, on est inquiet pour l'avenir du français à Montréal. On est fiers de Montréal, même dans toutes les régions du Québec, et on veut que Montréal demeure une ville francophone. La ministre dit qu'elle avait appliqué la loi 101. Il y a d'ailleurs, pour renforcer le français, une des mesures les plus urgentes à adopter, c'est d'appliquer la loi 101 aux entreprises de 25 à 49 employés. C'est concret. Est-ce que la ministre est d'accord avec cette mesure? Madame la ministre de la Culture et des Communications. Oui.
Alors, je vais poursuivre sur mon explication parce que je vous dis qu'il faut l'appliquer, la loi 101, pour le moment. Et ce qui est important, ce qui n'a pas été fait au cours des dernières années, on s'est enfargé dans les pastagates, on s'est insurgé pour un on-off sur un appareil. Il faut l'appliquer de façon intelligente. Dans l'affichage, le visage de Montréal doit être français. Nous y verrons. Actuellement, on voit une prolifération des affiches en anglais seulement. C'est inadmissible. C'est le visage même de Montréal et du Québec qui est ici touché. Et pour répondre à sa question relativement à la loi 101, il y avait des bonnes choses dans les modifications qui étaient apportées. Cependant, il y avait un élément sur lequel je ne pouvais pas être en faveur des modifications qui étaient proposées sous l'ancien gouvernement de Mme Marois. C'est que cet ancien gouvernement voulait interdire l'accès... Monsieur le député de Laval-des-Rapides. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il y a 2 semaines se tenait le congrès Québec Mines et Énergie. J'ai rencontré des entrepreneurs qui ont des projets pour nos régions et qui veulent le faire correctement. La Coalition pour que Québec ait meilleure mine a d'ailleurs rappelé que l'industrie minière, bien qu'elle soit bonne pour l'économie régionale, doit être bien encadrée. Parce qu'annuellement, ce sont 100 millions de tonnes de déchets miniers qui sont générés au Québec, soit 20 fois plus que la quantité des déchets domestiques. Cependant, la population est inquiète, Monsieur le Président. Le Soleil titrait « Des citoyens demandent au gouvernement de mettre l'industrie au pas ». Le ministre a déclaré qu'il était de la responsabilité des entreprises de nettoyer les sites miniers. C'est ce que nous croyons aussi. D'ailleurs, rappelons-nous du soutien, je dirais même du spectacle de la CAQ lors de l'adoption par bâillon de la loi sur les mines en 2013. Or, la même CAQ aujourd'hui souhaite diminuer les critères de calcul pour la réserve de restauration des sites miniers. Est-ce que le gouvernement peut commencer par faire preuve de cohérence sur ce dossier et rassurer la population? Est-ce que le ministre peut clarifier ses intentions pour préserver la qualité de vie des citoyens qui vivent à proximité des sites miniers? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, merci, Monsieur le Président. Bien, écoutez, le discours que j'ai tenu lors de ce congrès, je le tiendrai encore aujourd'hui. Pour nous, c'est indéniable que les exploitations minières doivent assumer, les promoteurs, 100% des frais de restauration des sites au moment où les sites ne sont plus exploités. Alors, on le réitère totalement. Donc, la garantie financière actuellement prise correspond à 100% des coûts de restauration anticipés pour l'ensemble du site, qui doit être versé dans les 2 années suivant l'approbation du plan de réaménagement et de restauration. Alors, notre gouvernement est responsable. Notre gouvernement va tenir ces engagements-là. Et effectivement, 100% des frais de restauration seront faits par le promoteur. Il n'y a pas de question là pour moi. Première complémentaire, Monsieur le député de Laval-des-Rapides. En effet, Monsieur le Président, il n'a jamais répondu à la question sur pourquoi il veut diminuer les critères. En 2016, nous avions déposé un plan de travail pour la restauration des sites miniers. Ce plan prévoyait de diminuer de 80% le passif environnemental minier du Québec. Ce sont des investissements de 620 millions de dollars qui étaient prévus, notamment pour les sites abandonnés parce que dans le passé, sans règlement approprié, les entreprises n'ont pas toutes fait de bonne figure. Est-ce que le ministre croit encore au principe de pollueur-payeur? Est-ce que le ministre s'engage à maintenir entièrement ce plan et les 620 millions associés? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Monsieur le Président, écoutez, j'entends bien là, la question de mon collègue. Là. C'est vrai qu'il ne faudrait pas revenir sur le passé, qu'est-ce qui n'a pas bien été fait. Alors là, je suis d'accord avec lui, ça n'a pas été bien fait dans le passé. Nous, on regarde en fin de compte le futur, c'est nos engagements, la restauration des sites, 100% garantie, dépôt garanti à la charge du promoteur. C'est ce qu'on applique et le futur va être beaucoup mieux que le passé, effectivement. Je rejoins mon collègue. Deuxième complémentaire, monsieur, s'il vous plaît. Deuxième complémentaire, monsieur le député de Laval-des-Rapides. Monsieur le Président, les membres du gouvernement sont plus volubiles lorsqu'ils parlent des berges du Saint-Laurent et de leur plan Saint-Laurent. Mais qu'en est-il des sites miniers ailleurs au Québec? Les seules personnes qui demandent au gouvernement de réduire les critères, ce sont les entreprises minières, pas les citoyens. Alors que le premier ministre annonçait qu'il ne répondrait d'aucun lobby, est-ce que le ministre sera du côté de la population, tel que les messieurs Gagnon, les co-signataires d'une lettre ouverte ce matin, ou du côté du lobby minier? Est-ce que le ministre fera preuve d'audace ou sera-t-il fugace, Monsieur le Président? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, Monsieur le Président, écoutez, j'entends encore la question, là.
de mon collègue, mais une fois de plus, lors du congrès Québec Mine, j'ai rencontré tous les groupes. Et pour que Québec ait meilleure mine, je les ai rencontrés également pour une rencontre de 45 minutes. Donc, écoutez, là, on les rencontre, on les écoute. Mais je réitère, c'est vrai que dans le passé, ça n'a pas toujours été bien géré, ces éléments-là. Dans le futur, ça va être bien fait. Garantie de 100 % des frais mis en garantie pour assurer la restauration des sites. On s'engage à ça, nous, M. le Président. Question principale, Monsieur le député d'Hochelaga-Maisonneuve. Merci, M. le Président. En 2016, l'Ontario adoptait une hausse importante de son salaire minimum, passant de 11,40 $ à 14 $ l'heure. Un rattrapage spectaculaire de 2,60 $ d'un seul coup. Plus d'un an plus tard, tous les indicateurs sont au vert. Pas de fermeture massive d'entreprises, pas de réduction du nombre d'emplois, pas de réduction du nombre d'heures travaillées. Au Québec, le salaire viable est en ce moment calculé à 15 $ l'heure. En deçà de ce salaire, une personne n'en a pas assez pour se loger, se nourrir, se vêtir et se divertir. Monsieur le Président, les salariés du Québec ont besoin de 15 $ maintenant. Ils travaillent fort, ils le méritent. Et dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, le ministre du Travail peut-il nous dire s'il a un plan pour procéder à un rattrapage similaire du salaire minimum au Québec? Monsieur le ministre du Travail. Président, merci à mon collègue. On a eu l'opportunité hier d'en discuter du salaire minimum. Évidemment, c'est une préoccupation. C'est extrêmement pertinent d'en parler à ce temps-ci parce que pour nous, au gouvernement, ce sera important de permettre aux entreprises de bien s'adapter à la hausse du salaire minimum et on a vraiment l'intention de poursuivre et d'annoncer au mois de janvier quelle sera l'augmentation du salaire minimum qui sera en vigueur le 1er mai 2019. Il faut savoir qu'en Ontario, on avait prévu l'augmenter à 15 $ en janvier 2019. On a constaté l'effet pervers de l'augmentation du salaire minimum. Ceux qu'on veut protéger le plus, les jeunes, sont généralement les plus affectés. Il y a eu un nombre incalculable de mises à pied en Ontario, au point où le gouvernement conservateur a décidé d'annuler l'augmentation du salaire minimum le 1er janvier 2019 à 15 $. Ce qui est important pour nous, c'est de l'augmenter de façon constante, graduelle, s'assurer que ça respecte la capacité de payer des entreprises et aussi de maintenir le pouvoir d'achat des salariés. Merci. Première complémentaire, s'il vous plaît. Maintenant, la parole au député de Hochelaga-Maisonneuve. Merci. Monsieur le Président, dois-je comprendre que le nouveau gouvernement sera aussi séraphin que le précédent? Parce que le 75 sous qui nous a été offert l'année passée, ce n'était pas la grosse affaire. Le gouvernement cherche toujours à justifier sa hausse avec toute une série de critères un peu bidons, alors que le seul qui compte vraiment, c'est est-ce qu'on en a assez pour vivre? Pas survivre, Monsieur le Président, vivre. Le ministre engage-t-il à écouter les besoins criants du monde ordinaire et à procéder à un rattrapage plus ambitieux que celui des libéraux? Monsieur le ministre de l'Emploi. Merci, Monsieur le Président. On est extrêmement sensible au pouvoir d'achat des salariés à faible revenu au Québec. Il y a un nombre impressionnant, au-delà de 200 000 salariés au Québec qui touchent le salaire minimum et quand on considère ceux qui sont en dessous de 15 $ l'heure, c'est un nombre encore plus impressionnant. Cependant, comme je le mentionnais tout à l'heure, il faut le faire de façon à respecter l'évolution de notre économie, de manière à respecter la capacité de payer des entreprises, mais on veut le faire pour accroître aussi le pouvoir d'achat des salariés. On est conscient du contexte actuel de rareté de main-d'œuvre et on va tenir et respecter nos engagements. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Hochelaga-Maisonneuve. Monsieur le Président, la droite québécoise est dure à suivre. Quand l'économie va mal, c'est pas le moment de faire un rattrapage du salaire minimum parce que les entreprises en arrachent. Mais là, quand l'économie va bien, devinez quoi? On se fait dire que c'est toujours pas le bon moment. Pour m'aider à comprendre ça va être quand le bon moment, Monsieur le Président, j'aimerais que le ministre m'indique, selon ses savants calculs, en quelle année, en quelle décennie ou dans quel siècle il prévoit que le salaire minimum atteigne 15 $ l'heure au Québec. Monsieur le ministre de l'Emploi. Je requiers de la patience de la part de mon collègue. On va y arriver aux 15 $. On a mentionné qu'on allait l'augmenter de façon constante et graduelle. On a l'intention de poursuivre dans cette direction-là. On ne veut cependant pas blesser ceux qui sont au salaire minimum, notamment les jeunes. Il y a toujours cette
conséquence-là qui est inéluctable, ça engendre parfois des licenciements et des mises à pied importantes. Et parfois, cette augmentation-là, elle est rapportée aux consommateurs qui doivent assumer une augmentation des prix à la consommation. Ceci dit, on est sensible, encore une fois, et préoccupé par le pouvoir d'achat des salariés. Question principale, Monsieur le député de Jacques-Cartier. Merci, Monsieur le Président. Lors de son discours inaugural, le Premier ministre a déclaré être fier de protéger les droits historiques des Québécois d'expression anglaise et s'est engagé à le faire. Cet engagement a duré à peu près 20 minutes, puisque le Premier ministre s'est ensuite engagé à abolir les commissions scolaires, et ce, malgré le fait que les commissions scolaires anglophones ont une protection constitutionnelle. C'est tout de moins une contradiction majeure qui n'est pas passée inaperçue dans la communauté. Les Québécois d'expression anglaise sont attachés à leur commission scolaire, qui joue un rôle incontournable à le chapitre de l'éducation des enfants et aussi à la vitalité des communautés. Le vice-premier ministre peut-elle s'engager ici, dans cette Chambre, à ce que les droits constitutionnels de la communauté de l'expression anglaise seront protégés? Monsieur le ministre de l'Éducation. Merci bien, Monsieur le Président. Bien sûr que nous allons respecter les droits de la communauté anglophone. Bien sûr que nous respecterons la Constitution canadienne. J'ai bien lu celle-ci. J'ai bien pris connaissance de l'article 23. Nous faisons des vérifications. Le projet de loi qui nous permettra de transformer les commissions scolaires en centres de services, de remettre les écoles entre les mains de la communauté, d'accroître la participation citoyenne et de mobiliser les gens autour de leurs écoles n'est pas encore écrit. Mais on s'y prépare en tenant compte de ce que mon collègue vient de dire. Il n'est nullement question de forcer des fusions entre des territoires de commissions scolaires anglophones. Les 9 commissions scolaires anglophones seront transformées en 9 centres de services anglophones. La communauté demeurera en plein contrôle de son réseau. Les parents garderont le contrôle de leur réseau. Les communautés pourront s'investir sur les conseils d'établissement et aller sur le conseil d'administration des centres de services aux écoles anglophones. Il n'y a pas d'enjeu, Monsieur le Président. Première complémentaire, la parole est au député de Jacques-Cartier. Mr. Speaker, it seems that our Minister of Education overnight has become a constitutional scholar. He has also stated recently in interviews that the Constitution does not contain the word school boards and thus is not protected by the Charter of Rights and Freedoms. An answer I am sure that left his colleague, the Minister of Justice, perplexed. Does she share the same opinion as her colleague? La ministre de la Justice peut-elle expliquer que le contrôle des institutions scolaires par la minorité anglophone est protégé par l'article 23 de la Charte et que c'est pour cette raison que le Yukon... Monsieur le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. We will respect the right of the Anglophone community. On va respecter les droits de la communauté anglophone. C'est certain. Ceci étant dit, l'amélioration qu'on veut faire au réseau scolaire, on veut le faire pour l'ensemble des Québécois. Il n'y a pas de raison de priver la communauté anglophone d'une amélioration de la gouvernance. Une complémentaire, Monsieur le député de Jacques-Cartier. Monsieur le Président, le ministre de l'Éducation s'est finalement rendu à l'évidence qu'il devrait minimalement parler avec les commissions scolaires avant d'aller à l'avant avec le projet d'abolition. Le ministre doit se rendre dans le comté de son collègue, le député de l'Abitibi-Est, pour visiter Golden Valley à Val-d'Or, pour se rendre compte de l'impact sur le terrain de sa mesure idéologique. Le ministre peut s'engager à aller consulter activement la communauté et de respecter la parole de son premier ministre à la fait que les droits de la communauté d'expression anglaise seront pleinement défendus. Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, évidemment qu'il y aura des consultations. D'ailleurs, j'ai une rencontre prévue avec les gens de la Fédération des commissions scolaires anglophones je pense, à l'intérieur de la prochaine semaine. Je les ai déjà rencontrés précédemment. On va les rencontrer encore, c'est certain. Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, que les droits seront respectés, mais on peut améliorer la gouvernance sans brimer les droits de la communauté. Je veux rappeler à mon collègue que lors de la dernière élection scolaire, malgré que l'ancien premier ministre, M. Couillard, avait dit que la participation allait être cruciale, bien, il y a à peu près 83 % des membres de la communauté anglophone qui ont choisi de ne pas aller voter, sachant que ça allait probablement éliminer les élections scolaires. Question principale.
Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Monsieur le Président, le 1er décembre dernier, des manifestations d'une ampleur historique ont eu lieu en Ontario, notamment à Ottawa, pour dénoncer des coupes du gouvernement de Doug Ford qui portent gravement atteinte aux droits des Franco-Ontariens et constituent une injustice intolérable. Nous étions plusieurs ici de l'Assemblée nationale qui étaient présents, un geste de solidarité fort apprécié. Nous avons aussi collectivement envoyé un signal de soutien très puissant en hissant le drapeau franco-ontarien au mât de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, tous les premiers ministres du Canada sont réunis à Montréal, au cœur de la plus grande ville francophone de l'Amérique du Nord. On apprend que le sujet n'est pas à l'ordre du jour. Le Québec doit exercer son leadership par la voix de son premier ministre. Est-ce que la ministre peut nous confirmer que le premier ministre abordera le sujet et plaidera vigoureusement pour le respect des droits des francophones d'un océan à l'autre? Madame la ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président. Alors, je suis très contente de pouvoir répondre à titre de ministre responsable de la francophonie canadienne. Vous savez, notre gouvernement est très soucieux de la promotion et du soutien de la francophonie à l'extérieur du Québec. Ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur, qui me tiennent particulièrement à cœur. Je dois dire, Monsieur le Président, que j'ai moi-même des racines hors Québec, du côté de ma mère, en Nouveau-Brunswick, des racines acadiennes. Donc, ce sont des valeurs et des objectifs qui sont très pertinents, très présents au sein de notre gouvernement. Je suis convaincue d'ailleurs que la promotion d'un français fort et vivant à l'extérieur du Québec va contribuer à la promotion d'un français fort et vivant à l'intérieur du Québec. Plusieurs questions, d'ailleurs, ont porté ce matin dans la Chambre, dans l'Assemblée, sur ce fait-là. J'en suis fort heureuse parce que ça démontre que la conversation est active et on en est tous préoccupés. Nous serons là, nous serons des leaders et nous soutiendrons la francophonie hors Québec, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Monsieur le Président, la semaine dernière, la ministre a déclaré, en réponse à ma question, qu'elle considère que la situation vécue par les Franco-Ontariens constitue une grave injustice. La ministre est aussi responsable des relations canadiennes. Est-ce qu'elle peut nous dire si elle a discuté avec l'ensemble de ses homologues canadiens pour partager l'indignation du Québec face à cette injustice et bâtir un consensus canadien sur cette question? Madame la ministre responsable des relations canadiennes et de la francophonie canadienne. Monsieur le Président, j'ai réagi, notre gouvernement a réagi très rapidement lors de l'annonce de l'intention du gouvernement Ford, annonce qui s'est malheureusement concrétisée hier par l'adoption d'un projet de loi en Ontario, effectivement. J'ai réagi très rapidement. J'ai été rapidement en contact avec Mme Mulroney, qui est responsable de la francophonie en Ontario. J'ai contacté également Mélanie Joly, qui est responsable au niveau fédéral. J'ai contacté les organisations de la défense des droits franco-ontariens, mais aussi les organisations de la défense des droits des francophones hors Québec et partout au Canada. Nous les avons affirmé notre appui. Merci. Non. Oui, nous avons affirmé notre appui, c'est tout. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce. J'entends la ministre, mais le moment, c'est maintenant. Le premier ministre du Canada, le premier ministre de l'Ontario, notre premier ministre et tous les premiers ministres des provinces sont ici, chez nous, au Québec, à Montréal. C'est l'occasion d'agir avec vigueur. Pourquoi le sujet n'était pas à l'ordre du jour? Pourquoi le gouvernement est si timide publiquement sur un enjeu aussi important pour tous les Québécois et pour tous les francophones du Canada? La ministre peut-elle nous dire c'est quoi le plan de match pour protéger... Madame la ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président. Nous avons réagi très vivement. Nous avons exprimé notre déception, notre appui. Tous les canaux de communication sont maintenant ouverts avec les organisations sur le terrain. Ils vont décider des meilleures actions à prendre. Nous sommes en contact avec eux, nous leur affirmons notre appui. D'ailleurs, nous avons appuyé et voté pour la motion qui a été présentée la semaine dernière par la députée de Joliette. Je pense que le Québec le dit haut et clair. Nous sommes un allié de la francophonie canadienne. Nous sommes un allié des Franco-Ontariens. Principal, Monsieur le député de Robert-Baldwin. Merci, Monsieur le Président. Alors, revenons à la question des taxes scolaires. Le ministre des Finances hier a déposé un projet de loi. Et d'ailleurs, je l'ai invité à retirer ce projet de loi parce qu'il est incomplet. D'ailleurs, il a même, en conférence de presse, l'a bien avoué, que l'esprit de la loi, donc il y a encore beaucoup de détails
à être peaufinés. Je comprends bien, ce sont un sujet complexe et ça aurait été mieux de poursuivre les conversations, les discussions avant de présenter un projet de loi. Un des enjeux qui a sauté aux yeux immédiatement, il y en a plusieurs, c'est les coûts. Les coûts éventuels d'une telle réforme qui ont soudainement passé de 700 millions de dollars à 900 millions de dollars. Et l'explication, et c'était préliminaire, ça pourrait même encore plus que ça. Alors là, est-ce que le ministre pourrait nous expliquer, Monsieur le Président, comment ça se fait que ça a sauté si rapidement de 700 à 900 millions? Monsieur le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Un estimé, c'est toujours préliminaire. Ce que je tiens à dire, c'est que c'est dans le cadre, après l'adoption du projet de loi, c'est dans le budget que nous aurons les chiffres précis. Mais oui, ce sont des estimations à l'aide de simulations dynamiques et il y a plusieurs facteurs. Il y a la période de temps dans laquelle le projet de loi soit implanté, ça impacte le coût. Il y a évidemment l'évolution de l'assiette foncière et l'évolution des coûts de l'éducation ou des commissions scolaires, puisque nous nous sommes engagés à ce que notre gouvernement continue à investir, à donner un financement stable en éducation qui va croître de 3,5 % par année dans les 4 prochaines années. Bien, cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Merci à tous de votre collaboration.